Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec toute l'équipe pour un nouvel épisode qui s'annonce passionnant. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, le trail qu'on aime, qu'est-ce que c'est ? C'est une troupe de passionnés qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler trail, résultats et actu chaude, débats, léger chambrage, tout ça dans la bonne humeur et pour la passion de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celle qui nous revient tout juste des pentes du Ventoux avec une belle 4e place en poche et une belle balade de 47 km. Margot Lemap, comment ça va ? Hello, bah écoute, tout roule. Effectivement, trop contente de ce week-end sur les sentiers du Ventoux. Et puis les projets pro aussi sont assez excitants. Donc déjà avec la Pierre ce week-end et une grosse prod avec Salomon Nordique la semaine prochaine. Donc stimulé dans tous les sens. Plus 2025 avance et plus j'ai hâte que ça continue. Donc tout roule. Tu seras accompagné par celui qui semble plus en forme que jamais et qui va tenter de broyer la concurrence la semaine prochaine lors du Chianti UTMB format 50K. Mathieu Delpech, comment ça va ? Salut tout le monde. L'objectif numéro 1, c'est surtout de ne pas me broyer moi-même, une mission qui est pas forcément si facile. J'ai hâte d'y être et même si je sais qu'après 2 heures à courir à Catokil dans les vignes italiennes, ça risque de piquer un petit peu. Mais ouais, ça va être cool. Celui qui vient tout juste d'annoncer qu'il lançait sa structure de coaching et qui, après quelques séances spé marathon, se rend bien compte que le record du LQKA sera inatteignable. Nicolas Martin, comment ça va ? Ça va, un début d'année bien actif avec plein de nouveautés comme vous avez pu voir, donc c'est vraiment génial. J'ai vraiment hâte d'aller aussi sur les premières courses de la saison, dont Chianti qu'on vient d'évoquer pour accompagner les athlètes Brooks et aussi parfois ceux que j'accompagne au quotidien. Et niveau sport perso, la prépa marathon se poursuit. Effectivement, je pense que ça va être compliqué de faire moins de 2h26, mais je garde mon joker en poche. J'ai pas encore sorti les chaussures magiques. Donc j'espère bien, et puis bon, je suis quand même au milieu de grosses semaines à plus de 150 bornes, donc j'espère bien un petit rebond de forme, mais effectivement, vu ma foulée de 150 cm, ça fait une sacrée cadence pendant 42 bornes pour courir sur les allures que tu avais réussi à tenir, Alex. Et enfin, celui qui a rangé les plaques carbone au placard pour démarrer la prépa de ses prochains objectifs en trail, Théo Robin, comment ça va ? Ça va bien. De retour en Savoie, j'ai pu reprendre tranquillement le dénivelé. J'ai aussi repris le vélo. C'était absolument terrible. C'est un sport ingrat une fois qu'on le ressort. Mais j'ai hâte de pouvoir recommencer les bambées entre potes. Et normalement, ça devrait être le programme de ce week-end. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, la pépite brute venue du Cantal qui se polie actuellement dans les Alpes. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Écoutez, tout va très bien. La vie à la Clusaz est toujours aussi douce. Je continue toujours de faire un peu de ski. J'augmente un peu le volume à pied, mais je vous raconterai ma dernière expérience en ski qui n'a pas été très concluante. Et avant de passer au sommaire, je vous invite à, bien évidemment, comme d'habitude, noter l'épisode sur vos écoutes de plateforme si ce n'est pas déjà fait. Ça nous soutient énormément et si vous voulez encore plus de LTQA, vous pouvez nous suivre sur la page Instagram. N'hésitez pas, vous retrouverez tous nos extraits, l'actu du podcast. Vous pouvez aussi partager en story quand vous nous écoutez, nous mentionner. On repartagera tout ça avec plaisir. Alors les amis, au sommaire de ce nouvel épisode du Trail qu'on aime, on débutera par les dernières grandes actus résultats où on vous parlera de tout ce qu'on a retenu de ces 2 dernières semaines et on fera un petit détour aussi par les dernières news mercato, il y a des choses à dire. On enchaînera ensuite avec le retour de notre rubrique conseils et entraînement où notre binôme Nico et Théo vous parleront zones d'entraînement, à quoi servent-elles ou encore comment les estimer. On poursuivra par notre grande question débat de l'épisode. Les élites abandonnent-ils dès que leur objectif de performance leur échappe ? On va tenter de vous apporter quelques éléments de réponse avec l'équipe, même si malheureusement aucun athlète élite n'est présent parmi nous. Et pour l'occasion, on recevra un invité, Josué Laubry, un jeune athlète qui habite au Grand Bornand, pas loin de la Clusaz, et il viendra nous partager son expérience. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense, fait avec amour et passion, le trail qu'on aime saison 2 épisode 5, c'est parti. Le trail qu'on aime, épisode 16. Allez, avant de passer aux actus résultats, on débute avec nos petites actus perso. On a pas mal de choses à vous dire, et notamment Mathieu, je crois que tu voulais partager quelque chose avec nos auditeurs. Ouais, mais j'aime bien un petit peu partager mon actu et puis surtout, je pense que les collègues ont pas mal d'actu pro à raconter, donc c'est toujours intéressant. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait le point sur nos actus perso. Donc je commence évidemment par mon auto-promo. Là, je viens de sortir la vidéo du rassemblement Brooks, donc je suis assez content du résultat. On a bien rigolé et je pense que ça se retransmet pas mal sur les images. Et en même temps, je vous montre les coulisses d'un rassemblement avec tous les tests physiques, tout ce qu'on fait aussi, les tests de chaussures, les photoshoots, des belles séances d'entraînement. Donc n'hésitez pas à aller
sur ma chaîne YouTube retrouver tout ça. Et puis petit à petit, tous ces athlètes commencent à bientôt avoir les premières compétitions qui arrivent. Et moi le premier, donc là dans une dizaine de jours, au moment où on enregistre, il y a Chianti qui arrive avec une course de folie qui s'annonce. Ça va être cool de pouvoir regarder la longue distance en essayant de pas trop se fatiguer pour pouvoir ensuite le lendemain courir moi-même sur 50 en étant bien inspiré. Après le podcast, là juste après, je vais faire ma dernière grosse séance à J-10, donc un dernier gros test. J'espère que tout va bien se passer. Et puis sinon, là, petite actu insolite, j'ai une nouvelle blessure, une tendinite à l'avant-bras. Donc, et oui, c'est possible. Je ne sais pas d'où c'est arrivé. Et c'est la main gauche. Donc, moi, je suis droitier. Donc, s'il y en a qui se posent des questions. Et donc voilà, je vais devoir faire une petite cure de digital detox parce que écrire sur le clavier, ça devient insoutenable. Je vais faire un dernier petit effort pour monter ce podcast pour égaler les auditeurs. Mais après, la dernière semaine avant Chianti, je vais essayer de faire un petit peu plus, de rester tranquille, de faire un petit peu de lecture. D'ailleurs, j'ai acheté un petit livre, un livre pour les réalisateurs. Donc là, c'est ma vie part vraiment en cacahuète quand j'ai arrêté d'acheter des livres d'entraînement et je commence à acheter des livres pour faire du montage. C'est vraiment qu'il y a un problème. Mais bon, j'espère quand même régaler à Chianti en espérant que les jambes déroulent bien. Parfait. Nico, on le disait dans l'intro, tu as lancé une structure de coaching avec quelques amis. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, on vient de l'annoncer officiellement, donc avec Jennifer, le moine de ma compagne, Enzo Ratti, qui a été athlète dans le Team Brooks l'année dernière, qui nous a fait un super boulot pour réaliser le site internet. Et puis la famille Cachard qui viennent partager toute leur expérience pour Sabrina et Olive. C'est une énorme expérience de l'ultra. Ça fait des années qu'ils en font. Sylvain en a souvent parlé dans ce qu'il avait inspiré dans sa jeunesse. Et puis Sylvain qui veut plus avoir un rôle un peu je sais pas si on peut dire de mentor, mais d'accompagner un petit peu des jeunes athlètes qui ont des ambitions de faire une carrière pro, ou en tout cas du sport de haut niveau dans le trail, de les accompagner. Donc c'est vraiment une belle aventure. Je remercie aussi Patrick Bringer de la structure de The Pay qui m'a accueilli et qui m'a permis de grandir dans ce travail-là. Donc ça va être une chouette aventure. Et puis il y a aussi ce nouveau rôle qu'on avait déjà annoncé de coordinateur sportif. Donc ça fait des journées bien chargées. Et finalement, je mesure aussi la chance que j'ai eue à un moment donné d'être athlète pro ou semi-pro parce qu'en ce moment, je m'entraîne quasiment autant. Et c'est vrai que c'est mentalement assez dur parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments où on peut se poser. Et le sport de haut niveau, c'est quand même très sollicitant mentalement. Donc ça va être cool d'avoir fait cette prépa marathon, mais je vais être aussi content quand ça va s'arrêter, que je vais pouvoir un petit peu baisser le volume d'entraînement. Top. Et puis Margot, de ton côté, pas mal de choses aussi. On a vu une actu provenant de l'UTMB qui allait renforcer son dispositif de live avec 12 événements by UTMB qui allaient être en live cette saison. Et je crois que tu feras partie notamment de l'équipe qui va commenter l'un de ces lives. Ouais, effectivement. Effectivement, ça c'est une belle nouvelle côté pro. Ça va être une toute nouvelle expérience donc sur les lives UTMB cette saison sur la partie française. Ça commence déjà la semaine pro du coup avec Chianti et notamment Louise Pénoat aussi qui sera à mes côtés. Ouais, c'est super chouette de mettre une nouvelle casquette toujours dans ce sport qui me passionne, de pas être de le vivre d'une manière différente qu'en courant ou derrière le boîtier quoi. C'est toujours chouette. Ouais, donc très hâte de ça. Un petit nouveau truc aussi qui est pas vraiment dans ce que j'ai l'habitude de faire, mais je vais être jury aussi du Trail fait son cinéma. Donc ça aussi, ça va être chouette de pouvoir être au contact de plein d'autres jurys, de débattre un peu de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. C'est encore une belle opportunité aussi. En photo, vidéo continue et notamment en ce moment avec une grosse prod pour Salomon Nordique sur laquelle on est avec mon collègue Julien Laurent avec qui on travaille beaucoup ensemble. Ça fait déjà un bon mois qu'on est dessus. Il y en a pour au moins encore un bon mois. C'est cool, les grosses prods comme ça laisse le temps de bien travailler, bien préparer le projet, de shooter, re-shooter s'il faut. Donc très très cool et puis plein de projets annexes dont un dont on va très certainement parler dans la suite de l'épisode, notamment au moment des Actu Mercato.
Trop chouette. Et puis Théo, aussi des nouveautés du côté de Cap Prévention? Ouais, on est très content d'avoir pu intégrer un nouveau kiné et coach à la double casquette. Du coup, on l'a annoncé en début de semaine dernière. On a pu intégrer Fabien Walter, c'est un jeune aussi, il doit être né en 96, il me semble. Et puis, il vient des Pyrénées. Du coup, ça, c'était un truc qui était assez cool parce qu'on avait la plupart des coachs qui étaient aux alentours des Alpes ou dans le centre France. Et on avait à cœur d'avoir quelqu'un aussi qui était dans les Pyrénées. Il a un beau projet, je peux pas encore annoncer qu'on va sûrement, enfin qu'il annoncera et qui va être vraiment vraiment chouette pour cette année et pour les années à venir. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très basé sur la science, qui aime bien faire les choses assez carrées, prévoir les charges d'entraînement, avoir les feedbacks des athlètes. Donc voilà, on est très content de l'intégrer à l'équipe et puis eh ben on a hâte d'attaquer les premières compétitions de trail pour 2025. Allez, puis pour terminer, de mon côté, pas mal de petites choses qui se préparent aussi avec la Colibri Trail Academy. On organise notre stage de début de saison la semaine prochaine dans les Bauges, stage de 4 jours, axé sur la cohésion et sur les tests physio et physiques, où je serai d'ailleurs avec Théo. Donc tout se passe bien. Et puis après, la semaine qui suit, on va annoncer quelque chose d'assez cool, puisqu'on va faire une petite soirée de lancement dans un lieu un petit peu insolite. Donc on a hâte de vous présenter tout ça. Et puis d'un point de vue un petit peu perso, comme je vous disais dans l'intro, j'ai découvert les verticales à ski lundi à l'occasion de la du Millet Ski Touring à Courchevel. Et voilà, le principe, c'est remonter une piste de 500 mètres de dénivelé sur 3 km le plus vite possible. Et ben, je peux vous dire que c'est vraiment un tout autre sport que la course à pied, notamment en termes de gestion. Je suis complètement parti trop vite et j'ai explosé à mi-course. Mais c'était une chouette expérience de tester d'autres choses. J'en profite cet hiver pour être du fait d'être en montagne à la Clusaz pour essayer de tenter le ski et travailler d'autres qualités et surtout me faire plaisir sur d'autres disciplines. Donc voilà, j'invite tout le monde à tester parce que c'était une très belle expérience. Allez, et on va pouvoir maintenant passer aux actus résultats. Vous en avez eu l'habitude lors de cette période hivernale avec l'équipe. On vous a parlé des crosses et là, on va vous parler du dernier grand rendez-vous de l'année qui a eu lieu à Challans en Vendée, les championnats de France. Une densité toujours aussi folle et malheureusement, pour moi en tout cas, des parcours peu spectaculaires car tout plat et tout sec, mais c'est aussi ça le cross. Nico, je te laisse nous donner les résultats marquants, notamment de nos trailers et montagnards présents. Et ouais, tu l'as dit, un gros événement, c'est un des événements majeurs de la course à pied en France chaque année. Et donc, on commence par l'ordre chronologique de cette journée avec les Masters, qui est une course master juste pour les hommes, avec une victoire d'un multiple sélectionné en équipe de France, Johan Durand, qui a été le seul à réussir à dominer notre inoxydable Manu Messa, qui a bien failli devenir le premier champion de France en étant Master 2. Il termine donc deuxième sur un podium qui est complété par Brice Daubord, qui avait couru 29 minutes et 25 secondes sur 10 km récemment, donc ça situe le niveau actuel. Côté trailer, une très belle perf quand même d'Arnaud Baudin, sans doute parti un petit peu trop vite, qui termine malgré tout dans le top 10, 9e. Johan Stuck, 31e, et puis Jérôme Blanc, qui je pense passe un petit peu à travers avec une 38e place. C'est vraiment devenu une compétition très très dense. On poursuit la journée, alors on zappe un petit peu les cross courts et les jeunes, il n'y avait pas forcément grand chose à dire sur ceux qui faisaient du trail, mais on poursuit la journée avec le cross long féminin, avec la victoire de la triathlète Léonie Perriot qui monte d'une marche par rapport à l'année dernière. Elle avait fini à la seconde place du côté de Cap Découverte. 31,45 2 semaines avant, je crois, à Cannes sur 10 km, donc ça situe quand même le niveau auquel courent aujourd'hui les meilleures féminines. Elle devance Marie Bouchard, et puis on la présente plus, Cathy Scheid, 3e, donc, qui est hors classement pour le championnat de France. La 4e, c'est une autre triathlète qui a la double nationalité franco-luxembourgeoise, donc elle court pour le Luxembourg en triathlon, mais elle est française sur les crosses, donc c'est elle qui complète le podium français. Puis Blandine Hirondelle, du coup 5e, à 2 doigts d'un nouveau podium. Et vraiment pas mal pour Blandine, qui n'aimait pas le parcours, l'avait bien dit les jours d'avant, mais bon, quand on est forte, et elle prend une magnifique place. On continue chez nos trailers et montagnards et montagnardes avec une 7e place de Nelly Clément, victoire en espoir, 22e place d'Anne-Cécile Thévenot qu'on devrait retrouver à son aise cette année sur plus long en trail. Margot Dajou, 23e, juste devant Marie Perrier, l'athlète Oka, et puis Jade Rodriguez, 56e, et Diane Racineux, 95e. Petite analyse perso là-dessus, 4 athlètes quand même du top 5 chez les féminines qui n'ont pas une discipline de l'athlète traditionnelle comme pratique principale.
Je trouve ça, moi perso, assez inquiétant quand même sur le niveau du fond français chez les féminines. Alors bien évidemment, on peut noter les absences de Manon Trapp qui venait de battre le record de France du marathon une semaine avant, de Sarah Madeleine qui faisait les Europes indoor, ou de Mélodie Julien ou Maïkes Voldou, ou encore celle qui détenait le titre, Cécile Jarousseau. Mais bon, on voit pas forcément ça chez les gars. Ça illustre, je pense, quand même un petit peu le manque de densité qu'on a actuellement chez les féminines, en plus de l'énorme niveau de Cathy Scheid ou de Blandine qui sont à leur aise sur des courses de 30 minutes, alors qu'elles ont plutôt l'ultra comme discipline de prédilection. Et la dernière course du jour, celle qui broie les égaux, que tout coureur devrait vivre, je pense, une fois dans sa vie de coureur. Bon, le plus dur, c'est quand même encore de réussir à atteindre cette finale. La course semblait désigner quand même un grand favori, Étienne Daguinos, qui a été le détenteur du record d'Europe du 10 km, qui a été battu depuis. Mais c'était sans compter sur un incroyable Félix Bourg qui, comme Manon Trapp, avait couru une semaine avant à Séville avec un marathon en demi-teinte, c'est lui qui le dit, parce qu'il a quand même couru 2h07, et qui est venu cueillir ce titre avec vraiment une maîtrise. Il devance un excellent Fabien Palco qui, lui, revient un petit peu à ses amours de jeunesse, puisqu'on sait qu'il a formé une génération exceptionnelle chez les juniors avec Jimmy Gressier et Hugo Hay notamment. Et une troisième place pour celui qui était un petit peu annoncé comme le favori, Étienne Daguinos, qui était venu aussi là en préparation pour la suite de sa saison. La victoire au scratch est revenue à un Kenyan, Emun John Lemoni, restant 11e des championnats du Kenya pour vous situer le niveau. Et puis Valentin Gondouin, qui fut l'autre athlète capable de tenir un petit peu dans ce groupe de 5 qui s'était rapidement détaché. Derrière, une petite séance club pour le Désignes Messieurs Athlétisme avec la 6e place de Valentin Brest, la 7e de Baptiste Fourmont qu'on avait accueilli dans un précédent épisode, et puis Baptiste Jarre, donc bravo Bat, c'est super solide. Passons donc à notre trailer montagnard avec celui qui est un peu le boss des formats courts en France ces dernières années, Sylvain Cachard, 17e, juste 2 places derrière un excellent Duncan Péria qui lui aussi était une semaine après Séville. Une belle perf pour Sylvain, un nouveau top 20 après sa 14e place de l'année dernière. On lui souhaite de vivre un hiver parfait, une saison pour essayer d'aller gratter encore quelques places sur une édition prochaine, sur un parcours peut-être aussi un peu plus à son avantage. Baptiste Cartiot, 19e, qui a connu une sélection chez les juniors. Maël Allaire, 36, après un départ un peu optimiste aux avant-postes, et il est bien entouré avec l'ancien tenant du titre, Michael Gras notamment. Pour le reste, Anthony Pontier pour faire plaisir à Théo, 39, Dylan Ribeiro, 63e, Alex Melo, 85e, Boris Orlac, 91e, Jules Barriot, 125, Louis Feliza, 131, Mathieu Le Fur, 135, Germain Granger, 136, en se fêlant une côte au départ. Et Florian Bernabéu, 156, une course à la densité absolument folle. Merci beaucoup Nico, et juste à noter à quel point les parcours étaient roulants. Donc, tu l'as dit, Félix Bourg, il gagne le crosslon qui faisait 9840 mètres en 28 minutes 47, soit une allure de 2,55 par kilomètre. Donc voilà, les 5 premiers athlètes masculins du crosslon ont couru à plus de 20 km/h, donc on peut vous dire que c'était bien sec et bien roulant. Avant de passer au trail, et en pleine semaine actuellement de Pierre Amenta, petit détour sur les lattes avec les mondiaux de ski alpi à Morgin en Suisse. Et Margot, je crois que tu as suivi ça de près. Ouais, donc cette année, les mondiaux ont lieu à Morgin, donc comme tu disais, en Suisse, la semaine dernière. Donc on a encore vu des beaux résultats, des belles surprises, mais aussi des évidences qui se sont confirmées, comme la gagne de Rémi Bonnet sur la verticale. C'est Maximilien Drion qui fait 2, c'est le champion d'Europe 2022 de trail court, si je me trompe pas. Il n'y a qu'un seul format, trail. Ok, bon bah voilà. À noter aussi David Evanini qui fait 12 et Peter Hangdal 18, donc toujours sur la verticale. Chez les femmes, c'est Axel Mollari-Gachet qui gagne, et une très belle deuxième place de Tove Alexandersson, une coureuse d'orientation suédoise. À noter aussi la sélection de dernière minute de Lucie Germain à la suite de son chrono sur la Millet. Elle termine 7e, donc c'est énorme, sachant qu'elle se fait prendre par 2 coureuses sur les derniers mètres de la course. Elle était en 5e position pratiquement tout le long. Elle explique en fait que en étant un peu cramée sur la fin de course, elle s'est probablement trop penchée sur l'avant par réflexe, alors que à ski, pour bien accrocher avec les peaux, faut garder le poids de corps au milieu du ski. Donc on a pu la voir monter en canard et à 2 doigts de faire des conversions sur la verticale. Malgré ça, elle termine quand même 7e.
Sur le sprint, donc la discipline qui sera au jeu de Cortina l'année prochaine, c'est Marianne Faton, la Suissesse, qui l'emporte devant la reine de la discipline française, Emilia Ropp. Et chez les hommes, c'est Oriol Cardona, l'Espagnol, qui remporte le sprint et Thibaut Anselmet, français, qui fait deuxième. Donc c'est tous les quatre sécurisent leur place pour les Jeux. Sur l'individuel, c'est Tove Alexandersson qui gagne devant Axel Gachet-Mollaret. Elles ont été au fight toute la course. Émilie complète le podium, Emilia Ropp. Chez les hommes, Rémi Bonnet gagne devant David Manini qui fait 2 et Xavier Gachet 3. Ça fait vraiment plaisir de voir David sur ce podium. J'espère que ça lui annonce une belle saison cet été après les galères des dernières saisons. Sur le relais mixte, donc aussi une discipline olympique, c'est Thibaut Émilie qui gagne devant les Espagnols Oriol Cardona et Anita Alonso. Donc c'est pareil, c'est ces deux équipes qui iront au jeu. Sur la course en équipe, donc un format individuel mais à 2, en fait, finalement un peu comme la pierre. La gagne chez les femmes, c'est pour Célia Peria-PC qui prend sa revanche sur les épreuves de sprint où elle n'a pas excellé à son niveau, en équipe avec Axel Gachet-Mollaret. Chez les hommes, la gagne, c'est pour William Bombardian et Xavier Gachet. Merci Margot, on va pouvoir passer au trail avec le très attendu trail du Ventoux qui a sacré une nouvelle fois Thomas Cardin sur son format phare de 46 km. Pas très en jambes selon ses dires à l'arrivée, un petit peu déçu du chrono. Thomas a quand même assez vite relativisé sa performance et donc remporte une nouvelle fois l'épreuve et égale le record de victoire du Suisse Mark Lundstedt avec 4 couronnes. À noter que le parcours de repli avait été choisi cette année par les organisateurs suite à une alerte rouge sur le sommet, comme bien souvent cette saison malheureusement. Et d'ailleurs, bonne nouvelle du côté de Thomas, puisqu'il a annoncé dans son post récap sur les réseaux qu'il attendait un nouvel enfant avec sa compagne. Donc félicitations à eux. Et Thomas l'emporte devant un très solide Rémi Brassac, disciple comme toi à l'époque, Nico, du grand Patrick Bringer. Rémi qui boucle le parcours seulement 4 minutes derrière Thomas, donc il le disait à l'arrivée aussi, j'ai vu que c'était sûrement l'une de ses meilleures performances actuelles. Et puis à la 3e place, on retrouve un surprenant Judicaël Bélanger, 17e des France de trail long l'an passé, qui lui aussi signe sûrement sa meilleure performance, que je connaissais pas du tout personnellement, et qui a su cueillir le vétéran Romain Maillard sur la fin du parcours. Chez les femmes, la victoire est revenue sans trop de surprises et de problèmes à Adeline Martin en 4h46 avec un tout petit peu moins de 20 minutes d'avance sur sa dauphine Marina Rebolio et Pauline Carré. Et donc, comme tu le disais Margot en intro, ta belle 4e place. À noter justement sur cette course chez les féminines qu'entre la 2e et la 5e, il y a seulement 2 minutes 50. Donc une belle densité sur le top 5, même s'il y avait un petit peu d'écart avec Adeline. Et chez les messieurs, on montre la 8e place de Ludo Pomeré qui, juste avant de filer à la Pyramenta, est venu se farcir un parcours qu'il connaît bien. Et il a signalé qu'il s'était fait une petite déchirure à l'ischio en prime. Donc, connaissant Ludo, il s'est pas dit qu'il allait ne pas faire la Pyramenta avec une déchirure. Il est quand même parti. Et puis la 11e place notamment de Sylvain Court et la 12e place d'Andy Simon. Comme à l'image de notre bon Nico, on dirait que les vieux font de moins en moins de résistance, non? T'en penses quoi, Nico? Je pense que c'est de plus en plus dense. Après, tu fais un peu un biais de sélection, puisque Romain Maillard, qui est quand même de 79, a terminé à la 4e place. Et puis même Rémi Brassac, qui est plus tout jeune. Donc il y a. Mais bon, on espère qu'Alex, un jour, tu cours à notre niveau, à nous, quand on était à notre meilleur niveau. Oh, je n'en ai pas la prétention, loin de là. Autre distance, juste pour signaler sur ce trail du Ventoux qui commence aussi à faire un petit peu parler d'elle, c'est un format qui a été lancé en 2020, le 75 km avec 4000 mètres de dénivelé positif, où on a vu la belle victoire de Sébastien Speller qui l'a emporté devant le très bon, jeune et fougueux Yann Gutermann et le coach de notre Théo, Pierre-Arnaud Bourguignol, un peu à court de forme, qui arrive quand même à prendre une belle 3e place. Chez les femmes, victoire d'Ekaterina Iol devant Natacha Piek et Marie Chasseret. Pas beaucoup de densité sur ce format, mais quand même des gros noms comme Sébastien Speller. À noter qu'il y avait une nouvelle épreuve qui reliait deux lieux un peu emblématiques quand même du trail français où il y a des belles épreuves, puisqu'il y avait un format qui partait de Buis-les-Baronnies et qui se terminait du coup à Bédoin et qui
reprenez un petit peu les sentiers du début du championnat de France de l'année dernière, enfin du championnat de France de l'année dernière, pour ensuite monter en phase nord du Ventoux, qui est peu explorée par le trail du Ventoux habituellement. Puis un retour bédouin, une course qui, j'ai regardé rapidement les sentiers qu'ils ont empruntés, qui est absolument magnifique. Top. Et puis, on va pas trop s'attarder sur les résultats du Seven Trail, mais je voulais quand même qu'on en parle un petit peu parce que ça a l'air d'être un très bel événement que personnellement j'aimerais bien avoir l'occasion d'aller découvrir dans les prochaines années. Ça arrive un peu tôt dans la saison, mais je pense que je vais me le cocher pour les prochaines années. Et je voulais juste quand même qu'on note la déculottée d'Hugo Ferrari sur le format marathon, qui a vu la victoire de Dan Aragon chez les hommes et de Léa Célin chez les femmes. Et pour les curieux et les curieuses, et pour donner un peu de travail à Mathieu, il vous mettra le lien des résultats dans la description. Et juste pour terminer, je me permets une petite dédicace à Aniol Pujula, un athlète espagnol que j'ai le plaisir d'encadrer à la Colibri Trail Academy, qui a terminé 2e des championnats catalans de trail dimanche dernier, à seulement 50 secondes de Mikel Corbera, un athlète que je vous présente plus, Mathieu Nico, puisqu'il fait partie du team Brooks, et qu'il a notamment terminé 22e des derniers championnats d'Europe de course en montagne. Donc bravo à Aniol, et c'est de très bonne augure pour la suite de la saison. Tu avais un petit complément d'info à nous faire, je crois, Matt. Dans le dernier épisode, effectivement, et suite au questionnement autour de la prise de paracétamol bien planifiée et dosée d'Henriette Albol dans sa victoire à la Trans Gran Canaria, on se posait la question de savoir où placer l'éthique et on se demandait avec l'équipe pourquoi en France assez largement on considère la caféine et le paracétamol différemment alors qu'ils ont des fonctionnements un peu voisins au final et qui sont tous les deux pris en cachet pour améliorer la performance. On a pas mal exploré le sujet, donc je vous invite à aller réécouter l'épisode pour avoir tous les éléments de réflexion en tête, mais quelque chose qui nous a été transmis par un auditeur pharmacien pour clarifier un point et qu'on avait oublié de mentionner, c'est le fait que le paracétamol est soumis à la législation du médicament et la caféine, quant à elle, est soumise à la législation du complément alimentaire. Donc ça fait quand même un point qui est non négligeable quand même pour les différencier en termes d'éthique. Donc on le rappelle, même si c'est pas interdit par les règlements antidopage, il peut y avoir de graves conséquences sur la santé de prendre du paracétamol en course, et cette démarche de prendre un médicament, c'est quand même un premier grand pas dans la conduite dopante. D'où tant de questionnements de notre part. Donc bref, si c'est pas fait, je vous invite à réécouter l'épisode 15. Allez, pour en terminer sur les actus, on s'attarde rapidement sur les dernières news mercato et on fait suite aux épisodes précédents où on avait parlé du nouveau team Rossignol, et j'avais loupé quelques athlètes puisque le team encadré par Maxime Grenot a été rejoint par Benoît Chauvet et Paul Burette. Donc voilà, Benoît Chauvet, ancien skieur de fond, et Paul Burette, un athlète qu'on connaît bien ici en Haute-Savoie dans le milieu du trail, qui rejoignent ce team Rossignol. Et donc ça fait voilà, un beau team français avec plusieurs athlètes féminines et masculins qui vont, je pense, faire parler d'eux cette année, notamment Goulven Carneguez, dernier 7e du Grand Trail des Templiers, qui sera sur le format 70 km de Chianti-Bas-UTMB. Moi personnellement, j'ai hâte de voir ça. Une dernière grosse news aussi, c'est l'arrivée de Lucie Germain chez N-Normal. Margot, tu vas nous en parler puisque c'est toi qui as réalisé le shooting d'annonce. Oui, donc je peux enfin en parler. Lucie chez Normal, c'est, je trouve, une collaboration qui fait énormément de sens, notamment, enfin, en termes de valeurs écologiques et aussi de pratique. Lucie, c'est quelqu'un qui se sent énormément concerné par les problématiques environnementales. Et puis avec son profil de coureuse très technique, notamment sur le circuit des skyrunning, je trouve que c'est vraiment un super match. Donc voilà, effectivement, trop contente d'avoir pu bosser sur l'annonce et sur la partie visuelle avec elle. Sinon, on a aussi vu le transfert de Sabrina Stanley chez OnlyFans. Donc, c'est anciennement une coureuse de chez Terex. Sabrina a annoncé cette semaine son nouveau sponsor. Alors, on va pas se mentir, OnlyFans, ça a pas super réputation. On signale que c'est pas une blague quand même. Oui. C'est vraiment, elle a vraiment signé chez OnlyFans. Ouais. Initialement, c'était une plateforme qui visait à mettre en lien les créateurs et créatrices de contenu, des artistes, avec leurs fans pour leur proposer des contenus un peu plus exclusifs, finalement un peu comme Patreon. Donc la plateforme cherche très certainement à sortir de l'image très sexuelle qui lui colle à la peau, et cette collaboration annonce pas forcément la volonté de Sabrina de proposer ce type de contenu. Mais Mathieu, je crois que tu as un peu mené l'enquête. Et oui, évidemment, pour faire un vrai travail journalistique très complet, j'ai dû créer mon compte OnlyFans.
pour pouvoir faire une enquête de qualité. Donc pour l'instant, le contenu de Sabrina, il reste un petit peu ennuyeux, que ce soit sur le fond qui est assez creux et la forme qui ne présente rien de bien particulier. Mais elle a promis de partager prochainement du contenu exclusif sous abonnement payant qui se voudra, je cite en anglais, cheeky. Donc on pourrait traduire ça par coquin, qui à la fois peut être anodin ou un petit peu plus chaud. Donc je continue de mener l'enquête et je vous tiens au courant. Merci à Brooks de financer le podcast pour qu'on puisse continuer l'enquête et suivre le contenu peut-être payant de Sabrina. Et donc non, sans blague, et puis pour faire une petite transition en parlant de Brooks qui nous soutient cette saison, comme vous l'avez entendu dans le dernier podcast où on vous présentait un petit peu cette collaboration, je vous propose une dernière petite rubrique actu sponsorisée par la marque américaine que je représente sur les sentiers. Donc cette fois, c'est l'athlète trail Alex Garcia, donc l'espagnol polyvalent entre trail court et route, qui a fait parler de lui. Il avait fait un petit 29-18 sur 10 km à la Saint-Sylvestre à Barcelone. Et le week-end dernier, il était présent à Bilbao pour le championnat d'Espagne de 10 km où il a frappé à nouveau très fort puisqu'il a cassé la barrière des 29 minutes avec un bon 28-58. Donc on voit que l'Hyperion Elite 4 PB est vraiment performante. Donc, il va se remettre progressivement là sur les sentiers pour un plus gros focus cette saison sur les Golden Trail World Series européennes et puis aussi aux US. Donc, si tout se passe bien, il sera aussi avec l'Espagne au championnat du monde de course en montagne sur le format vertical et classique. Donc, pourquoi pas peut-être renouveler l'exploit qu'il avait fait en 2022 au championnat du monde en Thaïlande sur la course verticale. Nico, toi qui étais là-bas, tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'il avait fait et l'anecdote autour de cette course? Ouais, bah l'anecdote, c'est donc c'était une course verticale qui partait à peu près du lieu où toutes les courses partaient et puis se terminait environ 1000 mètres d'altitude plus haut. Et puis nos athlètes ougandais, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont mal compris où était le départ et ils sont rendus à l'arrivée. Donc du coup, ils n'étaient pas au départ de la course. Et on ne représente pas le niveau des Ougandais, mais très souvent, ils sont quand même tout devant sur ces courses-là. Et donc, il n'y avait pas d'athlète ougandais sur cette course verticale. Et donc, Alex a fait une super course et a pu prendre une très très belle troisième place ce jour-là, juste derrière les deux athlètes kenyans qui l'avaient devancé. C'est vrai que c'est un peu ça, savoir saisir sa chance. Ça a été un fait d'un petit peu de course, mais bon, on lui enlèvera pas sa médaille mondiale à Alex. Donc merci encore, merci Nico et merci encore à Brooks de soutenir notre travail. On a investi, j'espère que vous le remarquez désormais, grâce au soutien de Brooks, toute l'équipe a pu finir de s'équiper avec des micros qualitatifs. J'espère que vos oreilles le remarquent. Allez, c'est parti, cette petite rubrique conseil pour essayer de vous amener quelques connaissances et améliorer votre entraînement. Les zones d'entraînement, tout le monde, je pense, en a déjà entendu parler. Elles sont souvent présentes sur les montres connectées, mais c'est pas toujours simple de comprendre tous les chiffres. D'abord, un premier conseil, on n'accorde aucune crédibilité à ces valeurs sur les montres si vous n'avez pas fait de calibration au préalable, notamment votre fréquence cardiaque maximale. Tout le monde connaît la formule 220 moins son âge. Bon, ça ne marche pas du tout. Donc, il faut faire un test pour déjà estimer au minima sa fréquence cardiaque maximale. Allez, on se lance dans une petite synthèse et on va commencer par les logiques un petit peu physiologiques qui régissent ces zones et qui conduisent à leur création. On va d'abord parler des domaines d'intensité. Ils sont au nombre de 4. Bon, il y en a surtout 3 qui nous intéressent dans les domaines, dans les sports d'endurance. Et ces domaines sont limités par ce qu'on appelle des repères physiologiques. Vous avez sûrement tous entendu parler. Le seuil 1 qui marque la limite entre le domaine modéré. Donc le domaine modéré, c'est vraiment le premier quand on commence à courir. Et le domaine élevé. Le seuil 2, lui, c'est la transition entre le domaine élevé et le domaine sévère. Et puis le VO2 max, donc le débit maximal d'oxygène, lui, il marque la transition entre le domaine sévère et puis le dernier domaine qu'on utilise moins dans nos sports qui s'appelle l'extrême. Il existe donc de nombreuses manières de découper les zones d'entraînement, mais nous, on va se limiter à 5 zones, notamment parce que très souvent, on va utiliser de la fréquence cardiaque maximale et il n'y a que 5 zones en fréquence cardiaque maximale. Pour info, les zones 6 ou 7 que vous pouvez entendre parler en vitesse, en puissance, c'est des zones qui se situent plutôt dans le domaine extrême, qui sont là pour soit des efforts dits lactiques, soit carrément des sprints max de quelques secondes. Donc il existe des zones pour plusieurs métriques. Les plus classiques, comme je l'ai dit, c'est la fréquence cardiaque, surtout dans un sport comme le trail, parce qu'il n'y a pas tellement de variations de vitesse, de dénivelé, que les autres zones sont moins facilement utilisables et en tout cas sont pas utilisables en permanence. Donc les autres zones que vous pouvez connaître pour d'autres métriques, vous pouvez calibrer en
en vitesse critique, en puissance, en vitesse ajustée à la pente, la fameuse VAP que tout le monde, je pense, a entendu parler, ou la vitesse ascensionnelle. Donc, par contre, il y a un truc important à dire, c'est qu'au-delà de l'inertie de la fréquence cardiaque, qui est une métrique dite interne, donc qui est une réponse du corps, les zones des diverses métriques, elles se recouvrent. Donc logiquement, si vous courez en zone 4, par exemple, de vitesse critique, une fois la dérive cardiaque effectuée, votre fréquence cardiaque, elle devrait se retrouver aussi progressivement dans votre zone 4. Donc les zones sont quand même assez similaires en termes d'effort et en termes de RPE, par exemple. Vous devrez vous situer à peu près aux mêmes endroits pour le même, entre guillemets, numéro de zone. Les zones 1 et 2 sont situées sous le seuil 1, comme j'ai évoqué. Elles constituent la majorité du volume d'entraînement. On parle classiquement d'endurance fondamentale. Concrètement, il n'existe pas vraiment de réelle zone de transition entre ces deux premières zones. C'est plus une découpe méthodologique. La zone 1, globalement, on s'en sert en échauffement, en récupération ou sur les sorties longues. La zone 2 sera plus utilisée pour les footings d'endurance qui sont un petit peu plus actifs. Un petit conseil quand même, on va jamais trop lentement en endurance, donc écoutez vos sensations, il faut accepter d'être lent, surtout pour pouvoir courir plus vite quand il le faut. Théo, tu nous parles un petit peu physiologie, RPE, j'en ai brièvement parlé sur cette première zone. Ouais, pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, je rajouterais que la zone 1, en gros, ça peut correspondre à ce qu'on peut faire avec de la marche active, de la rando ou de la course vraiment à basse intensité. Par exemple, un bon repère, ça peut être en étant capable de faire de la respiration nasale. Le RPE pour de la zone 1, donc c'est la perception d'effort, elle est globalement entre 1 et 2 sur 10. C'est un effort que vous devez avoir l'impression d'être capable de tenir quasiment de manière infinie. Et pour la zone 2, c'est de la course quand même un petit peu plus active. On se retrouve en gros entre le domaine de zone 1 et sa limite haute, c'est le SL1 ou SV1 en fonction de comment vous préférez l'appeler. Et ça peut quand même être très actif un haut de zone 2 pour certains athlètes qui ont des SV1 très hauts. Ça peut être vers 15-16 km/h. Donc là, clairement, on sait que mécaniquement, on peut y avoir déjà des gros impacts en haute zone 2. Et on se sent normalement un peu plus déjà dans l'effort avec une RPE qui peut être entre 2 et 4, voire 5 pour certains athlètes. Donc là, je parle toujours sur 10. Et ça, c'est vraiment dépendant de chaque individu. Voilà. Et en tout cas, un haute zone 2, c'est le rythme qu'on peut conseiller à un individu qui fait typiquement un trail long qui peut être, allez, on va dire entre 6 et 10 heures. Dans ces deux cas, normalement, on a des valeurs physiologiques assez stables et assez basses. Donc, là, je parle plutôt de fréquence cardiaque et de lactatémie. Et puis, un des marqueurs assez simples qui est très important de retenir, c'est que normalement, on est capable de parler assez facilement à un ou une amie qui est à côté de nous lors de l'effort. Merci Théo pour ces précisions. Allez, on prend la zone 3 qui, elle, recouvre plus ou moins l'ensemble du domaine élevé. Elle s'arrête un peu sous le seuil 2 en principe. Souvent, ça a été un petit peu diabolisé, si vous avez entendu parler d'entraînement polarisé notamment, un peu à tort selon moi, surtout en trail, parce qu'elle peut jouer un rôle quand même très important, car elle va constituer l'intensité sur des trails courts à moyen selon votre niveau et le temps que vous mettez pour réaliser votre trail, sera donc souvent plutôt utilisée en période spécifique, donc dans les dernières semaines avant une compétition. Néanmoins, moi j'aime bien en prescrire un peu toute l'année, que ça reste une zone qui est assez agréable, c'est celle où on court assez vite, mais c'est pas vraiment exigeant, donc c'est quelque chose que souvent on peut avoir tendance à faire un petit peu trop spontanément, surtout quand on débute. Par contre, si vous faites que ça, la limite c'est que c'est très fatigant, et c'est notamment le cas, j'insiste un peu là-dessus, en trail, dès que ça va monter pour des débutants, on va vite être en zone 3 dès qu'on se met à trottiner en montée pour beaucoup de gens, donc faut vraiment être vigilant là-dessus, sinon vous avez beaucoup de fatigue qui globalement va nuire un petit peu au reste de votre entraînement, avec une maxime que j'aime bien, à s'entraîner trop dur les jours faciles, on finit par s'entraîner trop facile sur les journées difficiles. Un petit focus sur toujours les aspects physio, Théo. Ouais, donc en gros, vraiment le SV1, c'est ce qui sépare le haut de la zone 2 du bas de la zone 3. Et là, du coup, à SV1, généralement, on a un RPE qui est entre 4 et 5 sur 10. Là, clairement, on est beaucoup plus actif dans l'effort. On va sûrement ressentir un essoufflement léger. Si on
prend un peu la partie test qu'on peut faire notamment avec un test incrémental et des prises de lactate, souvent on va déterminer le SV1 avec la baseline plus 0,5. Donc on commence, je sais pas moi, à 10 km/h, on augmente de 1 km/h toutes les 4 à 8 minutes. Et dès qu'on va avoir une augmentation de plus 0,5 de la lactatémie, on va souvent déterminer le SL1 ici, donc qui correspond au SV1. Et ça va vraiment nous servir pour déterminer le bas de la zone 3. Et c'est super intéressant à déterminer. Il faut prendre la baseline, mais il faut aussi prendre le RPE et la FC max. Voilà, donc ça c'est pour des valeurs à plat. Si elles sont en côte, ça sera un petit peu différent. Globalement, il faut se dire que la zone 3, on peut la tenir de 6 à 1 heure en fonction de l'intensité de cette zone 3. Donc à choisir si vous êtes sur un format plutôt court ou plutôt long. Et en tout cas, normalement, vous êtes capable de parler et de dire quelques phrases, mais vous commencez pas à faire des longs monologues normalement. Allez, on reprend, on passe à la zone 4, celle que peut-être on entend le plus souvent parler, qu'on appelle souvent le seuil. Elle se situe de part et d'autre du seuil 2. Enfin, ça dépend un peu des gens, mais souvent elle est relativement restreinte autour de ce seuil 2. On considère que le seuil 2, c'est quand même un indicateur assez fiable de la performance en endurance sur des efforts, on va dire, jusqu'à 2 heures. Attention, le seuil, c'est souvent un terme générique. Vous allez entendre les gens dire je fais du seuil, que tout le monde utilise, y compris à des intensités qui sont parfois plus vraiment dans cette zone 4, mais plutôt dans la zone dont on va parler après, la zone 5. Et l'objectif souvent de ces entraînements, c'est d'optimiser la valeur de ce seuil 2 et in fine, la performance qui est quand même toujours le but ultime. Et tu nous parles un petit peu du RPE à cette intensité-là, s'il te plaît, Théo? Ouais, donc normalement dans la zone 4, là, ça commence clairement à piquer. La RPE, elle est plutôt aux alentours des 7 ou 8 sur 10. C'est une zone qui est souvent difficile à estimer parce qu'il y a aussi pas mal de nomenclature. On peut entendre SL2, SV2, vitesse critique, et ensuite il y a différentes méthodes pour déterminer à chaque fois ces valeurs, donc ça complexifie et souvent c'est un petit peu flou. Pour la plupart des athlètes, c'est un effort qui correspond à une allure plus rapide que le semi-marathon et en dessous de l'allure 10 km. Alors pour les athlètes qui sont vraiment très forts, le SV2 peut correspondre à une allure 10 km, mais pour la plupart des athlètes, c'est entre le semi et le 10. D'un point de vue respiratoire, on va dire que c'est possible de dire quelques mots, bout de phrase, mais ça commence à être compliqué de tenir une conversation normalement. Et un petit conseil sur l'entraînement, il vaut mieux s'entraîner un petit peu en dessous de la zone, enfin du SV2 plutôt qu'un petit peu au-dessus. Et souvent, on voit les athlètes qui s'entraînent un petit peu trop fort à cette intensité-là. Allez, la dernière zone dont on va parler, la zone 5, qui elle se situe en intensité au-delà de la zone 4 jusqu'à VO2 max. Alors pour simplifier, pour toute intensité qui dépasse le seuil 2, ça va conduire à une consommation maximale d'oxygène, théoriquement avec une composante qui est plus ou moins rapide selon l'intensité. Si vous êtes très vite à une haute intensité, vous allez avoir une composante rapide de VO2 qui va vous conduire vers le max. Si vous êtes juste un peu au-dessus de vos seuils 2, ça va dériver progressivement. On sait ça aussi que c'est un peu lié au niveau de l'entraînement de l'athlète. Plus l'athlète est entraîné, moins il y aura cette composante lente de VO2. Et globalement, on peut utiliser soit des fractions plus longues et moins intensives, soit plus courtes et plus intensives. Et globalement, ce qui va changer dans ce cas-là, c'est le volume de travail qu'on va faire sur une séance. Par exemple, si vous faites des 1 minute, vous allez plutôt faire un volume entre 10 et 15 minutes. Si vous commencez à faire des 3-4 minutes, vous ferez peut-être plus un volume autour de 22 minutes quand vous travaillez dans cette zone. Petit dernier topo sur le RPE pour nos zones. Ouais, alors du coup là, la RPE, elle va être beaucoup plus haute. On va être quasiment proche du max avec des RPE normalement qui sont entre 9 et 10 sur 10. Et il y a une quasi-impossibilité de parler, ou alors c'est vraiment mot par mot. Et pour ceux qui connaissent et qui utilisent la vitesse critique, c'est en gros un domaine d'intensité qui va entre 105 et 120% de la vitesse critique. Très bien, merci Théo. Alors comme vous l'avez compris, la première chose pour déterminer vos zones est d'estimer ou de déterminer vos seuils physiologiques. Plus précis, ça reste une analyse avec des échanges gazeux, idéalement avec des paliers assez longs, donc ce que souvent n'est pas trop proposé dans les labos. Sur le terrain, on peut avoir recours à la mesure du lactate, t'en as parlé Théo, surtout pour le seuil 1. Et comme tu l'as dit, c'est le moment où la lactatémie s'élève un petit peu au-dessus de son niveau basal. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de faire des tests, vous voyez au début, votre lactatémie, les premiers paliers, elle a un chiffre qui est toujours plus ou moins similaire, autour de 1, 5, ça dépend un petit peu des gens. Puis d'un coup, elle va s'élever, puis si les paliers sont pas trop rapides, se stabiliser. Et c'est au moment de cette première hausse qu'on constitue le seuil 1.
Pour la détermination du seuil 2 au lactate, c'est quand même très complexe et fastidieux. Tu en as parlé rapidement, enfin tu vas en parler ensuite, il y a plein de méthodes. Et globalement, la grosse limite, c'est qu'en fait, il faut faire des paliers assez longs et et comme on l'a dit, le seuil 2, c'est pas une allure facile. Donc répéter plusieurs fois des seuils longs, ça peut être fatigant et puis fausser les résultats. Donc on vous présentera un petit peu après une autre manière de faire pour le seuil 2. Tu nous parles un petit peu de ces méthodes, même si elles sont pas très claires sur le seuil 2, Théo? Ouais, clairement, je te rejoins. C'est pas du tout facile de déterminer la zone 4 avec des tests lactate ou des tests de labo. Notamment, enfin, moi, je me suis surtout servi du lactate. On peut trouver différentes valeurs. Donc, il y a le Dmax, le modifié de Dmax, le LTP2, la baseline plus 1, la baseline plus 0, plus 1,5, pardon. Ou alors, on prend le dernier rang avant que la lactatémie elle atteigne 4. Sauf qu'en fait, c'est aussi dépendant de la glycémie. Donc, mine de rien, c'est un peu le bordel pour la déterminer, alors que quand même, le SL1, c'est quand même beaucoup plus carré. Voilà. Et en tout cas, moi, ce que je vous invite, c'est de coupler les résultats de labo avec des tests de terrain, parce qu'on voit aussi des protocoles qui sont différents. Et pour avoir vu passer des athlètes sur différentes structures, des fois, d'un labo à l'autre ou d'un protocole à l'autre, on peut trouver des valeurs qui sont quand même très différentes. Et des fois, moi, j'ai vu jusqu'à 7-8 points de VO2 d'écart, donc c'est quand même vraiment énorme. Ouais, ça c'est vraiment un bon conseil à donner à nos auditeurs, c'est que si vous faites le choix de faire des tests en labo, il faut essayer quand même de le faire au même endroit chaque année avec le même protocole, en ayant vérifié si quand même les données du premier vous semblaient cohérentes, parce que des fois si c'est pas très bien calibré, c'est vrai que ça peut donner des valeurs différentes. Un autre élément qu'on peut glisser ici, c'est que ces tests, ils servent aussi et surtout, selon moi, à établir des profils d'athlètes, des points forts, des points faibles, et derrière l'athlète ou son entraîneur pourront optimiser le travail. Il faut aussi le voir beaucoup comme ça, ces tests. C'est pas forcément hyper prégnant pour l'entraînement, mais par contre, ça peut donner des indications sur quels sont les facteurs un peu limitants de l'athlète et qu'est-ce qu'il faut travailler pour le futur. Et puis les données que vous faites sur un test, c'est les valeurs d'un jour sur un protocole. Et du coup, pour comparer, bah, le but c'est d'être reproductible. Donc, bah, essayez de rester à chaque fois dans les mêmes conditions. Si on fait un test incrémental à plat, donc on augmente l'intensité au fur et à mesure du temps. Si vous faites des paliers de 1 minute ou de 8 minutes, clairement, c'est pas la même limonade au niveau des résultats. Et donc, pour être cohérent et pouvoir être reproductible, il faut vraiment reprendre à chaque fois les mêmes paramètres. Donc, ça peut être un même taux d'humidité, la même heure, on mange la même chose, avec la même séance la veille, dans les mêmes tenues, etc. Et c'est important de noter le plus d'informations possible pour pouvoir être cohérent et comparable si on refait le test quelques mois après. Allez, on revient à ce que du coup, on vous a pas dit comment on pouvait faire pour le seuil 2, pour l'avoir de manière un peu plus accessible. Je pense qu'actuellement, ce qui fait un peu consensus, ce qui est un peu le gold standard, c'est la vitesse critique si vous entraînez à plat, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus dur en trail. Ça consiste à faire au moins 2 tests maximaux. Il y a plusieurs versions. Il y a un 3 et un 9 minutes ou un 5 et un 12 minutes. Et plus vous ajoutez de mesures, et plus vous aurez un profil qui sera précis, qui pourra ressembler, si vous avez beaucoup de vitesse, à ce qu'on fait dans le cyclisme avec un profil de puissance record. Et je crois que vous utilisez pas mal, vous, chez Cap, la vitesse critique. Moi, je sais que je suis pas un très grand adepte parce que j'ai pas énormément de gens qui s'entraînent à plat. Et donc, du coup, je te laisse nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Ouais, alors de notre côté, alors c'est en constante évolution. Il y a 2 ans, on n'utilisait pas forcément la méthode que je vais vous dire. On aime bien faire ça en début de saison pour profiler un petit peu l'athlète. Et du coup, quand la plupart de nos athlètes, ils ont simplement une montre et un capteur FC. Donc évidemment, il faut un capteur de fréquence cardiaque fiable. Hein, donc soit une ceinture, soit un brassard Coros ou Polar globalement. Et on va faire des tests de vitesse critique à plat. Nous, ce qu'on propose généralement, c'est un 3 minutes à bloc enchaîné d'un 12 minutes à bloc sur la même séance. Donc après, il y en a qui font des 5 plus 12, il y en a qui font des 6 plus 12, pas forcément sur le même jour, il y en a qui font des 1 minute. Voilà, mais nous, on se sert globalement du 3 plus 12 et on va essayer d'estimer la vitesse critique en fonction de la distance réalisée sur le 3 minutes et sur le 12 minutes. Ça va nous sortir l'AVC avec un tableur et là, on va pouvoir estimer en gros le SV1 qui est à 80 à 85% de la vitesse critique. Et du coup, avec cette estimation, moi j'aime bien dans la foulée proposer à mes athlètes de courir 1 heure à SV1 de cette estimation et voir comment évolue la fréquence cardiaque pardon, et aussi de voir la RPE parce que si nous sort un RPE à 3 ou à 6, il va peut-être falloir ajuster.
Et du coup, le but après, ça sera d'affiner la limite entre la zone 2 et la zone 3. Et puis ça évoluera au cours du temps, bien évidemment. Ouais, ça tout à fait, c'est un truc qui est important de dire, c'est qu'en fait les tests, ils permettent d'avoir des bases. Après, normalement, si on est accompagné, il y a un monitoring des séances, et en fait les choses, elles évoluent, et finalement qu'on utilise de la vitesse critique ou un tout simple et plus basique que tout le monde connaît, test de VMA, en fait, normalement, un entraîneur va faire évoluer. Et par exemple, un entraîneur, même s'il utilise la VMA qui est moins précis que la vitesse critique, il ne proposera pas les mêmes pourcentages pour travailler une certaine qualité selon les athlètes. Et puis bon, il faut rester quand même aussi un peu pragmatique. Ces seuils physiologiques, c'est des repères. Quand vous êtes 0,2 km/h en dessous de votre seuil 2 ou 0,2 km/h au-dessus, ça change pas drastiquement les choses. Donc, c'est pas nécessaire d'être ultra précis. Maintenant, on va parler un petit peu de la philosophie autour de l'entraînement, parce que les zones d'entraînement, pour moi, en tout cas, ça doit être des aides à la pratique. Elles doivent servir vos sensations et ne pas devenir des vérités absolues. Et j'insiste vraiment là-dessus. De plus en plus, c'est surtout important dans un sport comme le trail où on peut pas tout monitorer avec toutes les variations de terrain qu'il y a. Et c'est toujours priorité quand même à votre corps. Si votre corps dit que c'est très dur ou c'est dur, c'est très dur ou c'est dur. Et peu importe la vitesse, la fréquence cardiaque ou la puissance que votre montre affiche, priorité à votre corps. Et donc, par contre, le gros intérêt des différents outils ou méthodes, pour moi, c'est d'améliorer vos ressentis et qui vous serviront plus tard pour aussi analyser vos résultats plus que d'être des vérités de prescription pour la pratique. Je crois que tu avais quelques conseils à nous donner à nos auditeurs sur qu'est-ce qu'ils peuvent suivre un petit peu en trail. Est-ce que tu donnes parfois comme conseil à tes athlètes? Ouais, carrément. Et ben, c'est vrai que ce que tu as dit, je te rejoins complètement. Effectivement, si vous êtes dans une côte à 40%, je pense que la vitesse critique, on s'en fout complètement. Et ce qu'il va falloir, par contre, c'est d'être capable de varier entre donc les RPE, ce que tu disais, enfin les sensations, et puis aussi être capable de checker plusieurs métriques. Du coup, par exemple, ce qu'on peut surveiller quand on est à plat, ça peut être en plus des sensations à chaque fois, hein. C'est la fréquence cardiaque et des allures. Donc pourquoi pas en course se dire, je me mets une allure plafond, ok, je dépasse pas par exemple 13 km/h parce que je suis sur un format long, et si je vais au-dessus, c'est sûrement une connerie, surtout en début de course. Ça peut être aussi en descente, regardez la vitesse verticale, ouais, en fait, si je descends à plus de 3000 mètres par heure, ça risque de me laisser clairement des traces en bas de la bosse. Et puis en montée, on peut checker la FCE, ou sinon ça peut être la VAP en fonction de votre modèle de montre, ou encore une fois la vitesse verticale. Mais la vitesse verticale, ça va dépendre du pourcentage de pente, hein. Si vous êtes sur une pente à 5% ou à 30%, ça sera évidemment pas la même chose. Bref, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut connaître au mieux chaque zone, et ça va nous permettre de monitorer l'effort et d'éviter de faire des gestions de course complètement hasardeuses. Voilà. Et puis, en tout cas, il faut aussi retenir que les zones qu'on a à la première heure de course, c'est clairement pas les mêmes que les zones au bout de 5 heures de course. Et donc ça, c'est toujours bien d'avoir les tips du coach et surtout l'expérience de l'athlète qui va aussi se connaître au fur et à mesure des saisons et des compétitions. Merci Théo. Je reviens sur un élément sur lequel j'insiste, c'est qu'aucun outil sera plus précis et efficient que le ressenti, parce que notre ressenti, il intègre tout. C'est juste beaucoup plus dur d'apprendre à décrypter son corps, et surtout, je pense que c'est ça le plus gros problème, filtrer un peu les biais de notre cerveau. Et en ce sens, tous les conseils ou outils cités au préalable, ça permet vraiment d'accélérer la connaissance de soi, la prise de décision en course, que des fois le corps dirait c'est un peu trop rapide, mais je ne sais pas, on a un certain objectif de performance, du coup on ne veut pas lâcher. Et là, c'est vrai que des fois, avoir une métrique externe qui nous fait dire, ah, mais vraiment, je vais trop vite, je sais, de toute façon, quand je monte à cette vitesse, là, ascensionnelle, je peux pas tenir aussi longtemps. Ça permet de prendre des fois la bonne décision. Puis pour moi, quand même, l'expérience ultime un peu dans le sport d'endurance, c'est de réussir à courir et d'estimer son intensité à quelques BPM près, quelques watts ou dixièmes de kilomètre heure. Et on se constate quand même souvent que les athlètes expérimentés, ils courent beaucoup aux sensations quand ils vont faire des séances. Puis par contre, ils servent de l'analyse des datas pour tirer des conclusions sur la qualité de la séance, sur la réponse interne, donc en gros comment le corps réagit aux stimuli externes, le niveau de fatigue, etc. Quoi. J'ai un exemple récent je fais une spé marathon et j'ai fait 2 fois 10 km, j'ai dû regarder ma montre 10 fois sur ces deux fractions, et encore parce qu'elle faisait des laps auto à chaque kilomètre. J'étais vraiment focus dans mon allure en me disant, voilà, est-ce que je peux le tenir pendant X heures. Donc voilà, on vous a donné quelques petits conseils. Je crois que tu en as un dernier un petit peu à donner à nos auditeurs, Théo.
Ouais, pour ceux qui sont intéressés, moi je vous propose de vous envoyer un tableau qui estime votre vitesse critique et vos zones. Donc c'est vraiment encore une fois une estimation. Si vous faites un test 3 minutes plus 12 minutes. En gros, le protocole à respecter, c'est la veille faire une journée assez simple d'entraînement. Ne faites pas une séance de PMA ou des hautes intensités la veille. Et puis le jour J, le but c'est de faire peut-être 15 minutes d'échauffement avec quelques accélérations. Ensuite, vous placez 3 minutes à bloc sur un endroit qui capte bien, donc potentiellement sur une piste d'athlée ou une piste cyclable. Une fois que vous avez fait le 3 minutes à bloc, vous faites une demi-heure cool, et cette demi-heure cool, on la sépare en 10 minutes de F, 10 minutes de repos, 10 minutes de F, et vous remettez 12 minutes à bloc. Et ce que vous pouvez faire, c'est du coup m'envoyer sur le compte Insta de Cap la distance précise que vous avez parcourue en mètres pour le 3 minutes, le 12 minutes, et ainsi que votre cote ITRA. Moi, j'aime bien comparer les résultats de la vitesse critique à la cote ITRA. Je trouve ça plutôt intéressant, et je vous envoie ça le plus rapidement possible. Et puis pour ceux qui se lancent, évidemment, je vous souhaite bon courage parce que ça décoiffe. Les boss, terminé, messieurs? Terminé. Ouais. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. On respire, on se reprend un café, un petit thé, une petite chicorée pour ma part, et on va pouvoir passer à notre grande question débat de l'épisode. Les athlètes élites abandonnent-ils dès que leur objectif de performance leur échappe? Une question qui nous a été soufflée par notre collègue Mathieu Simon. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, on entend souvent beaucoup de gens ou pas, mais on entend quelques bruits de couloir qui dénoncent le fait que les élites auraient tendance à facilement abandonner une course lorsque ces derniers ne sont pas devant ou que leur objectif de performance n'est plus atteignable. Avec l'équipe, on a voulu vous proposer un débat là-dessus pour vous apporter quelques éléments de réponse et surtout tenter de savoir si justement les élites avaient plus tendance à abandonner ou pas que le reste du peloton. Pour l'occasion, on a la chance de recevoir Josué Lobry, un auditeur régulier qui a répondu favorablement à notre requête sur les réseaux pour intervenir avec nous dans le podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même pour les prochains. Josué, comment ça va et est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Merci de me recevoir. Salut à tous. Donc moi je m'appelle Josué Lobry, j'ai 21 ans, j'habite à Thônes, donc dans le même petit village que Margot. Et je suis un coureur, je suis pas élite, je suis pas amateur, je suis un bon coureur amateur qui vise à la performance à son niveau. Et, euh, et sinon, comment ça va? Ça va très bien en ce moment. Parfait. Du coup, on va démarrer direct dans le sujet et je vais te poser une première question. Est-ce que toi, tu comprends ces retours de coureurs et coureuses du peloton qui parfois disent que les élites abandonnent un peu trop facilement et que de fait aussi, on entend souvent qu'ils ne respecteraient pas l'organisation ou les autres participants. Toi, t'en penses quoi de cette question? Mais effectivement, beaucoup de personnes peuvent le relever que les élites abandonnent facilement aussi parce que ils ont plus d'importance dans leur communication et du coup, dès qu'un élite va abandonner, ça va plus se savoir que si un amateur abandonne. Ça, je pense que c'est une première partie. Et deuxièmement, c'est que les élites, quand ils s'inscrivent à une course, ils n'ont pas les mêmes objectifs derrière. Et c'est aussi pour la plupart leur gagne-pain. Il y en a certains qui sont professionnels et du coup, ils peuvent moins se permettre de faire des courses où ils sont moins performants parce que derrière, c'est aussi leur salaire qui peut en pâtir ou leur contrat avec les marques. Et moi, mon avis, c'est que ça peut se comprendre des abandons de la part des élites s'ils veulent pas mettre en péril leur suite de saison par la suite pour pas se blesser, pour se préserver, s'ils sont pas dans un grand jour pour aller faire une autre course et aller donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que d'un œil extérieur, on peut souvent penser que les élites, ils abandonnent un peu à tout va dès qu'il y a quelque chose qui va pas comme ils le souhaitent. Effectivement, je trouve que c'est intéressant de mettre en avant le fait que la finalité, elle n'est pas la même entre les élites et les amateurs, où, comme tu l'as dit, les élites vont chercher la performance, le résultat, les amateurs souvent
vont chercher le fait d'être finisher. Et Nico, toi, tu avais une réflexion aussi intéressante là-dessus. On parle aussi justement souvent de cet aspect finisher et de l'importance que ça a. Et toi, tu aimerais nous parler un petit peu de la glorification justement de cet aspect finisher qui pourrait conduire aussi à quelques dérives parfois. Ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut pas glorifier le fait de finir à tout prix. Un athlète de trail, peu importe son niveau, c'est tout de même quelqu'un qui connaît l'inconfort, la capacité de résilience. On est tous pratiquants ici. On sait que pour préparer un trail relativement long, ça demande quand même beaucoup d'entraînement et des jours où c'est dur et où il faut aller chercher des ressources mentales. Et donc, du coup, quand on fait le choix d'abandonner, alors au-delà des émotions, ça c'est quand même un conseil à donner. C'est-à-dire quand vous voulez abandonner, vous dites je vais abandonner, essayez d'aller jusqu'au prochain ravito, de vous poser si vous avez de la famille, de discuter, parce que des fois il y a l'émotion qui est forte, c'est dur, on a envie de stopper le truc et là on peut regretter. Mais si ça mûrit dans votre cerveau pendant plusieurs heures, parce que souvent on fait des efforts quand même longs, à un moment donné, si on arrête, c'est souvent parce que soit on se sent très mal, soit on a des douleurs, et donc du coup, je trouve qu'il y a des moments, ça a plus trop de sens de continuer, et je pense que c'est bien aussi de savoir dire stop, et que c'est une forme de sagesse que de pas aller au bout à tout prix, et comme tu l'as dit, parfois pour aller au bout à tout prix, on a recours à des comportements qui sont pas très éthiques, et qui surtout, plus que de pas être éthiques, parce que l'éthique c'est personnel, qui peuvent être dangereux pour la santé. On a eu une publication récente, là j'ai vu passer de Guillaume Millet qui parlait de la prise d'AINS, donc des anti-inflammatoires non stéroïdiens sur un ultra. C'est passé il y a pas récemment, quelqu'un qui faisait le témoignage qu'il a fini en dialyse après une course très anodine parce qu'il avait une douleur et qu'il a pris un anti-inflammatoire. Donc vraiment, quand c'est très dur et qu'on commence à avoir besoin de prendre quelque chose, faut savoir dire stop. Et je pense, ça vous l'avez évoqué juste avant, mais que les motivations sont juste pas les mêmes aussi. Je pense qu'un coureur élite qui a terminé X Ultra, on peut comprendre que s'il est au fond du trou, pour prendre la course la plus connue du calendrier à Courmayeur, il a pas envie de faire Courmayeur-Chamonix en marchant et qu'il arrête parce qu'il trouve juste pas de sens à finir en marchant. Lui, sa motivation, c'est un certain niveau de performance. Et quand il s'éloigne, il dit stop, ça a pas de sens. Enfin, moi, j'ai vraiment un exemple en tête, par exemple, de Thibaut Garivier qui a fini son premier UTMB à la 10e position. Et qu'il a fini, c'était très très dur uniquement parce que c'était son premier qui voulait faire le tour du gros caillou blanc, mais très clairement il disait si à la prochaine édition je suis dans le même état, j'arrêterai parce que ça a pas de sens et c'est beaucoup trop dur de finir. Et moi c'est un peu ce que j'ai vécu l'année dernière au Templier où j'ai arrêté quand même très proche de l'arrivée. Au CAD on a 7 km de la ligne et il y a des gens qui m'ont envoyé un message: pourquoi tu t'arrêtes aussi proche de l'arrivée? Mais parce qu'en fait ça faisait déjà un moment que j'avais plus l'impression de faire de la course à pied, que je boitais, et que oui j'aurais pu mettre 3 heures, finir et rejoindre la ligne d'arrivée, mais moi à ce moment-là j'ai trouvé plus de sens de m'arrêter, d'encourager les copains qui passaient, de pouvoir être sur la ligne d'arrivée plus rapidement pour voir les gens que je connaissais. Et après, j'ai l'honnêteté de dire que si j'étais arrivé peut-être sur le podium à ce moment-là, j'aurais sûrement essayé de continuer un petit peu. Donc voilà, on n'a juste pas les mêmes motivations. Je pense que c'est aussi l'une des explications qui fait qu'on a parfois peut-être du mal à comprendre le comportement d'autrui, quoi. Justement, on va pouvoir rester un petit peu sur les anecdotes de course et notre rapport aussi à l'abandon. Mathieu, toi qui es l'athlète élite de l'équipe, est-ce que toi tu peux nous parler un petit peu peut-être nous donner une anecdote en lien avec un abandon et puis nous parler de ton rapport à cet abandon-là? Ouais, je vais pas abandonner quand même beaucoup de courses dans ma carrière car souvent, quand je sens que il y a de grandes chances que ça parte en cacahuète, je prends pas le départ pour conserver ma santé puis continuer mes entraînements. Mais c'est arrivé une fois où j'ai abandonné alors que j'aurais pu terminer. Franchement, c'était en 2018 je crois que c'était en 2018 sur la Sky Race des Mathésins. Et en fait, je me suis perdu à un moment donné dans la descente finale. Et j'étais en chasse-patate pour rentrer sur le top 10 et j'ai perdu plus d'un quart d'heure. Donc franchement, les ambitions de performance c'était vraiment devenu injouable. Et en fait, j'avais quand même une micro-gêne, j'avais une petite gêne sur le tendon d'Achille que j'avais quand même pas mal senti les jours d'avant la course. J'avais quand même pris le départ et c'est ça qui m'a fait dire en fait finir 40e, 50e, ça m'intéressait pas. Et donc on est vraiment dans cette démarche où j'ai mis le clignotant alors que j'aurais pu retrouver le parcours, finir la course. Mais le but, c'était aussi de préparer les courses suivantes. Et je me suis dit, peut-être si je refinis, ça fait des kilomètres en plus et potentiellement, je vais pouvoir moins m'entraîner les semaines suivantes et
empêcher ma santé. Donc voilà, c'est un bon exemple parce que les dossards sont pas forcément faciles à avoir et est-ce qu'il faut à tout prix honorer son dossard parce qu'il y a des amateurs qui se battent pour avoir des dossards et qui les ont un peu moins facilement que nous. C'est une bonne question. Et après, un deuxième exemple où j'ai abandonné, mais là, c'était un contexte un petit peu différent. Mais pareil, c'était sur les championnats de France à la Cité de Pierre, j'avais dans un coin de ma tête de prendre ma sélection pour les championnats du monde qui avaient lieu à Innsbruck. Et la préparation n'a pas été idéale, mais je m'étais un petit peu voilé la face en me disant, j'espère que ça va passer. J'étais parti aux avant-postes j'avais pris des risques clairement pour essayer d'aller chercher la meilleure performance possible. Mais je me suis fait rappeler à l'ordre après le marathon. C'était une course de 55 km et après une quarantaine de kilomètres, j'avais vraiment les cuisses fracassées, quoi. J'arrivais plus à marcher. Le devant de la course s'était envolé, donc pareil, j'ai mis le clignotant. Après, j'ai aussi fait des courses où j'avais très mal aux jambes, mais en fait, c'était dans un contexte où je savais que je n'étais plus au niveau de performance, mais que ça allait pas entacher la suite de ma saison ou la suite de ma démarche. Donc j'ai déjà fini une OCC en marchant d'Argentière jusqu'à Chamonix. L'an dernier sur la manche UTMB de Majorque, ben aussi j'avais les jambes fracassées. J'ai fini en trottinant parce que c'était la fin de la saison. Donc voilà, si je peux finir et qu'il n'y a aucun risque pour ma santé, qu'il n'y a pas de risque pour la suite de la saison, je vais finir. Mais dès qu'il y a un petit pépin ou que vraiment j'ai trop de douleur, je vais abandonner. C'est un peu ça ma vision. Ouais, tu as parlé d'accessibilité au dossard. Je pense que c'est un sujet intéressant puisque on va pas cacher à nos auditeurs et auditrices que pour la plupart d'entre nous, on arrive quand même facilement à avoir des dossards une fois qu'on atteint un certain niveau. C'est pour ça que j'aimerais me retourner vers Théo. Là, il n'y a rien y a pas de second degré. C'est juste, toi, Théo, tu as une accessibilité au dossard qui est un peu moindre par rapport à nous. Est-ce que du coup, ça change quelque chose dans ta préparation à un événement et dans peut-être ton rapport à l'abandon justement et peut-être au fait que tu auras potentiellement moins tendance à facilement abandonner puisque tu sais que bah, ce dossard, t'as galéré pour l'avoir et il a une valeur un peu plus importante. Est-ce que tu vois une différence là-dessus? Ouais, clairement. Par exemple, si on reprend la course qui a été le plus dur pour moi l'année dernière, bah, c'était aussi les Templiers comme Nico. La course, je m'étais inscrit un an avant. Tu payes le dossard plein pot, tu payes aussi bah, tous tes déplacements, etc. Et du coup, bah, quand ça se passe mal, je pense que Matt a bien résumé, est-ce qu'il va y avoir des conséquences derrière à moyen ou long terme? Est-ce que je vais être blessé ou est-ce que mentalement je vais tellement creuser que je vais plus être capable de m'entraîner? Et du coup, c'est là que c'est bien de se connaître, tu vois. Moi, par exemple, bah, juste, j'étais fatigué parce que j'ai trop chahuté sur le salon. J'avais un petit peu mal au genou, mais c'est un syndrome que je gère et que je sais que ça part très, très rapidement. Et du coup, j'ai pris le choix de finir. Mais quelqu'un qui continue sur une entorse avec potentiellement, je sais pas moi, une fracture sur 30 bornes, ben oui, là, clairement, c'est une énorme connerie de finir, à mon sens. Et c'est clair que de savoir se préserver sur le plan physique ou mental, c'est essentiel et des fois, il faut savoir bâcher au bon moment et c'est sûrement un signe de maturité et d'intelligence à certains moments. J'ai une anecdote juste là-dessus. Des fois, c'est une évidence, quoi. Mais les mondiaux en Autriche en 2023, j'ai arrêté parce que, en fait, je pouvais plus avancer, quoi. Déjà, descendre de l'endroit où j'ai dit, bon, stop, j'arrête, ça a été compliqué, quoi. J'ai pas appelé les secours, mais voilà, j'étais au sommet d'une montagne, fallait descendre 1000 mètres de D-, j'avais une douleur entre 8 et 10 sur 10 au genou. Bon, je suis descendu sur une jambe, donc à des moments. Je pense que l'abandon, c'est une évidence, quoi. C'est même pas une question de volonté. Tu peux juste pas faire autrement, quoi. Ouais. Toi, Margot, un petit retour d'expérience sur l'abandon ou peut-être sur des proches ou qui auraient peut-être une autre vision de ce qu'on évoque actuellement? Ouais, bah moi perso, ça m'est déjà arrivé une fois d'abandonner et même à mon petit niveau où je joue rien, j'ai aucun enjeu et tout, c'était mentalement pas si facile que ça parce que comme disait Nico avant, quand tu fais du trail, peu importe ton niveau, bah tu te mets des objectifs, t'as envie de progresser, t'as envie de bien faire les choses, donc on a tous envie de bien faire, donc ça fait toujours un peu mal à l'ego. Ouais, dans mon cas, c'était sur le Trail Napoléon en Corse en 2023. J'avais passé une sale journée la veille. Mentalement, j'étais vraiment pas bien et pendant la course, je me suis pris un gros coup de chaud.
Alors, est-ce que c'était un vrai coup de chaud ou un craquage mental? Je saurais jamais. En tout cas, je me sentais mal, j'étais nauséeuse, j'avais la tête qui tournait et je trouvais ça très con sur le coup. Et aujourd'hui, je porte encore le même avis là-dessus. C'était très con de pousser coûte que coûte au risque de puiser trop profond et de plus avoir envie de m'entraîner pendant plusieurs jours après. Et on était en Corse avec les copains et tout, ou juste de me vautrer méchant quoi. Moi comme dit je suis pas athlète de haut niveau, je joue rien, je dois rien à personne, mais ça m'a quand même fait un peu mal à l'ego de pas aller jusqu'au bout. Et puis j'ai côtoyé des personnes qui avaient un peu cette mentalité no pain no gain, on va jusqu'au bout coûte que coûte. Et du coup c'est pas une mentalité que j'ai intégrée, mais quand je suis arrivée dans le trail, j'ai assez vite intégré, ou j'ai cru que c'était en tout cas ce que beaucoup de personnes pensaient. Et du coup, je m'auto-jugeais, je me flagellais d'avoir pris cette décision-là en me disant que c'était un peu la mentalité de tout le monde dans le trail. Et en fait, on s'en fout. Tout le monde a son avis. Il y en a pour qui c'est absolument pas OK, d'autres pour qui ça fait sens complet. Il y a autant d'avis que de gens qui peuvent réfléchir qui existent. Donc, faut juste prendre au final des décisions avec lesquelles on est personnellement OK, ne pas se mettre en danger. Et puis, on doit rien à personne, hein, qu'on soit amateur, élite, peu importe notre niveau de pratique. Ça reste du kiff, même si certains peuvent gagner leur vie comme ça. On doit rien à personne. Ce que les autres pensent, on s'en fout. Tant qu'on est OK avec notre décision, je pense que c'est le plus important. Je pense que c'est intéressant de remettre un petit peu ce no pain no gain qui a été aussi beaucoup communiqué peut-être par certains athlètes, certaines marques, etc. Et que effectivement, en fait, chacun a ses bonnes raisons pour abandonner, et que voilà, comme tu l'as dit, il y a aucun jugement à avoir sur cela, qu'on soit amateur ou élite. Finalement, on est un peu tous pareils. Et en fait, moi personnellement, alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai quand même relativement moins d'estime pour une personne qui sera allée au bout d'une course dans d'atroces souffrances, en se mettant en danger, voire potentiellement même en mettant en danger d'autres personnes. Parce que si on se retrouve en difficulté en haut d'un col et qu'on n'arrive plus à avancer, c'est des secours qui doivent venir nous chercher, alors qu'on aurait pu abandonner au ravito d'avant. Donc moi, j'ai quand même bien moins d'estime pour ça qu'une personne qui est capable de se dire ok, là ça va pas, soit physiquement soit mentalement j'y suis plus, donc je préfère arrêter. Moi, pour moi, c'est aussi une forme de courage. Je sais pas si ça vous voulez réagir là-dessus, mais Ouais, je suis totalement d'accord. Après, je pense que même dans ce cas-là, tu vois, pourquoi juger, tu sais pas si tu viens de vivre un truc hyper difficile dans ta vie, un échec professionnel ou quoi, et t'as cette course qui arrive et t'es un peu dedans, et puis faut que tu te prouves des trucs. Tu sais jamais trop ce que. C'est sûr que quand tu commences à te mettre en danger ou à mettre d'autres personnes en danger, là c'est un peu craignos, quoi. Mais au final, le trail, c'est un peu un reflet de ce qu'on vit intérieurement, et parfois, quand tu as des échecs. Perso ou pro, les courses, c'est un peu des manières de te prouver à toi-même que t'es pas aussi nul que ça, que tu vaux quelque chose. C'est une manière de se prouver des choses. Donc, même ceux qui y vont coûte que coûte, au risque de se blesser, j'ai envie de dire, si à la fin, tu te sens un peu mieux dans ta tête parce que t'as réussi à combattre tes démons internes ou je ne sais quoi, chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut comme il peut avec les armes qu'il a. Mais comme tu dis, c'est le fait de se mettre en danger là, ou de mettre d'autres personnes en danger là, je pense que c'est là la limite, quoi. une petite coupure, désolé, dans ce débat. On va dire au revoir à Nico, malheureusement. Ouais, je dois aller travailler, du coup je vous abandonne. Je vais finir avec mon petit coup de cœur. C'était lors des derniers championnats d'Europe indoor avec la victoire de la Française Agathe Guillemot sur 1500 mètres, et la fraîcheur qu'elle a eue dans ses premières interviews. J'ai vraiment trouvé ça hyper kiffant, et c'est un peu ça pour moi le sport, c'est vivre des émotions. Et voilà, on voyait qu'elle était super heureuse, qu'il n'y avait pas les filtres, qu'il n'y avait pas cette communication bien lissée, et ça faisait vraiment plaisir à voir. Et donc du coup je lui souhaite de faire une grande carrière. Merci beaucoup, Nico. À très vite. Merci à tous, à Merci. bientôt. Salut Nico. Salut, Nico. Bye. Et Josué, du coup, tu peux reprendre. Je crois que tu voulais nous dire quelque chose. Oui, non, quand tu disais aller au bout, à quel prix, entre guillemets, on a déjà tous vu aussi les vidéos sur les réseaux, notamment des derniers arrivants des grandes courses, que ce soit des manches UTMB Ouais. ou quoi, qui en fait arrivent cassés en deux, qui arrivent même plus à mettre un pied devant l'autre, qui sont aidés par les serre-files ou quoi. Ça questionne sur, oui, où est-ce qu'on place aussi nos limites à aller chercher le finish d'une course.
Ouais, tout à fait. Puis on a des images c'est assez marquant notamment du dernier de l'UTMB qui souvent la vidéo fait plus de vues que le vainqueur ou la vainqueur de l'UTMB. Ça c'est assez frappant. Mais on a aussi vu des athlètes élites arriver dans des états pas possibles. Moi, je pense, on va rester sur l'UTMB, mais je pense à une arrivée de Blandine Lirondelle ou encore de Marianne Hogan il y a récemment, où Marianne qui finit l'UTMB. Alors certes, il y avait une chance de podium, elle a fait podium, et c'est aussi ça, je pense, qui a fait qu'elle a continué, mais avec un hameçoise déchiré. Donc où est-ce qu'on met la limite justement de la santé? Et puis les Blandine aussi qui s'est complètement effondrée derrière la ligne après notamment un ravitaillement à Valorcine où elle s'était aussi là aussi effondrée. Elle a souhaité continuer coûte que coûte pour s'accrocher et terminer, mais bon, voilà, comme tu l'as dit, à quel prix, quoi. Je suis bien d'accord avec vous, les gars. Des fois, ça me pose clairement souci de voir des médias surfer sur la souffrance des athlètes. Et je pense que c'est pas du tout ces moments-là qu'il faut mettre en avant. Tout ça pour faire du clic. On a vu des athlètes qui respectent pas leur corps. Alors, bravo à eux d'avoir fini, mais est-ce que c'est la peine de montrer ça aux autres? Est-ce que c'est vraiment un message qu'on veut faire passer à l'ensemble des pratiquants? Moi, je pense que c'est pas du tout ce genre de pratique qu'il faut glorifier. En tout cas, elle fait partie du trail. C'est chacun voit midi à sa porte. Je veux pas juger les autres, mais par contre, les médias qui en profitent juste pour faire du clic, je trouve ça dommage d'avoir une audience et de faire passer des messages comme ça. Je pense qu'il y a des choses plus intelligentes à faire passer, en tout cas. Ouais, et juste du coup, Mathieu, tu nous as trouvé un petit graphique sur X. D'ailleurs, il faudrait peut-être que tu penses à partir de X, parce que je crois que son fondateur, il est pas gentil. Donc tu nous as trouvé un graphique qui permet d'expliquer le pourcentage de coureurs ayant abandonné sur l'UTMB en fonction de leur UTMB index. Est-ce que tu peux nous décrire ça rapidement, s'il te plaît? Alors, pour la petite précision, je ne suis pas sur X, anciennement Twitter. C'est juste que, en bon amateur de chiffres, j'ai mes filons. Ce graphique est venu à moi, et donc ce graphique n'explique pas, mais il permet de visualiser, en fait, c'est le but du graphique, d'apporter un maximum d'informations avec peu de mots visuellement. Et donc, en fait, il met en avant les tendances et les informations sur les abandons. C'est pas très radiophonique, mais ce que je vais tenter de faire, mais on va quand même s'y atteler. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce graphique. Évidemment, je vous mettrai aussi un lien pour aller le consulter dans la description pour les plus curieux. Et c'est Johan Arias qui l'a publié sur X l'an dernier après l'UTMB. En fait, qu'est-ce qu'il représente? Comment il a fait, Johan, pour nous faire ce petit graphique? Il a pris toutes les données des coureurs de l'UTMB et il les a rassemblées. En fait, il a rassemblé les coureurs par groupe de niveau, par tranche de 50 points UTMB. Et dans chaque groupe, en fait, il a compté le pourcentage d'athlètes qui ont abandonné. Et donc, ça nous fait un graphique en barre verticale. Et donc, on a sur l'axe l'axe des abscisses, donc l'axe plat, la cotation, et puis ensuite en vertical le pourcentage d'abandon. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est que ça fait une belle courbe en U, ce qui veut dire que les grosses côtes abandonnent beaucoup et les plus petites côtes abandonnent aussi également, donc pour des raisons différentes. Et donc on a 2 points remarquables l'an dernier. Donc il y avait quelques athlètes en dessous de 375 points UTMB index qui ont pris le départ de l'UTMB, donc je ne sais pas comment c'est possible, mais il y en a eu. Et en fait, aucun d'entre eux n'a terminé, donc 100% d'abandon sur la première colonne. Et puis sur la dernière colonne, donc les athlètes les plus performants, donc là au-dessus de 925, il me semble qu'il n'y avait qu'un seul athlète, c'était Jim, et il a aussi abandonné, donc on a aussi un 100% d'abandon sur l'extrême droite du graphique. Et donc il faudrait que vous le visualisiez pour voir un petit peu plus en détail, mais je peux vous essayer de vous extraire quelques chiffres. On voit au niveau des chiffres remarquables, c'est que c'est les athlètes autour de la cotation de 600 qui abandonnent le moins. Ils sont moins de 25%, probablement autour de 22-23% à abandonner dans cette tranche. Et puis ensuite, au final, il y a quand même plus d'abandon en absolu et en relatif sur les petites cotations, donc vers 400, 450, que sur les cotations autour de 750, 800, 950. Enfin, de 750 à 900, pardon. Donc voilà, c'est assez dur de vous expliquer un petit peu plus en détail. Il faut prendre aussi en compte la taille de chaque groupe pour que le pourcentage soit pertinent. Mais en fait, les élites abandonnent pas forcément. Ils abandonnent plus que le cœur du peloton, mais forcément en termes de chiffre total, c'est un petit peu moins. Voilà, je vous mettrai le lien, le lien du graphe pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Ouais, bon, on verra si on le garde, ça, du coup. Non, moi je l'ai pas vu, je l'ai jamais vu le graphique et j'ai assez bien compris que les extrêmes abandonnent et qu'après dans des cotations au milieu, c'est plus ta partie basse qui a tendance à plus abandonner que ta partie haute. La solution, c'est de côté à 600.
Il faut être à 600 pour finir l'UTMB, c'est ça qui Pas plus, ça sert à rien. Attends, mais tu dis que les élites, ils abandonnent plus en pourcentage? Ben, ils abandonnent plus que le cœur du peloton. Si tu prends les gars de 500 à 650, eh ben, ils abandonnent beaucoup moins que les gars de 750 à 900. Ok, bon, parfait. Allez, on approche de la fin de ce débat. Toi, Josué, est-ce que tu aurais une petite anecdote d'abandon à nous partager? Oui, totalement. Donc moi, c'était lors des championnats de France de trail long l'année dernière à Bulle-et-Baronnie sur le trail Drôme, donc le format 60 km. Et en fait, je suis parti à bloc, beaucoup trop fort pour la durée de l'effort. Et du coup, sur le premier tiers de course, j'ai pas réussi à m'alimenter comme il faut et j'ai cramé mes cartouches. Et du coup, arrivé à peu près à la mi-course, j'avais plus d'énergie dans le moteur et du coup, je devais marcher. Et mon objectif était de faire une plutôt bonne place aussi. Je suis en espoir, donc de viser quelque chose en espoir. Et les gars devant partant et prenant de l'avance, je voyais plus l'intérêt de finir ma course et en fait j'étais surtout en colère et déçu de moi-même, alors que physiquement j'aurais pu la terminer, mais c'était pas ce que j'étais venu chercher. Et bah, du coup j'ai fait le choix d'arrêter et de rentrer à Buy. Et c'était mon premier abandon et ça fait quand même réfléchir. Se dire j'ai abandonné et effectivement j'avais peut-être les capacités physiques pour aller chercher la ligne mais c'était pas mon objectif initial et au final je suis en accord avec la décision que j'ai prise, je suis content, je regrette pas et des courses il y en aura d'autres, donc voilà, faut aussi savoir pourquoi on fait les choses. Ouais, puis c'est bien d'être OK avec cette décision et pas de la ressasser ou de la regretter. C'est bien de l'accepter, de se dire que bah, c'était pas forcément mon jour. Et puis comme tu dis, il y en aura d'autres, des courses. Et ça rejoint un petit peu une réflexion intéressante qu'on a eue sur le canal Instagram de la part de François Deveau, qui nous dit, je cite, en tant que coureur, j'ai trouvé le premier abandon très difficile, surtout sur une course objectif, mais les suivants ont été plus simples. Et il pose la question, donc est-ce qu'un élite qui abandonne car il n'est pas dans ses objectifs de résultat ne veut pas être tenté les prochaines fois de baisser les bras plus facilement dès que ça va être dur, et ou aussi s'autoriser une prise de risque plus grande au niveau stratégie de course en se disant bah finalement si j'abandonne c'est pas si grave. Je trouve cette réflexion assez intéressante. En gros, une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore et qu'on s'est autorisé d'abandonner, et bah, qu'est-ce qui se passe sur les prochains? Alors Mathieu, toi qui as peut-être une expérience un peu plus grande niveau course, dossard et peut-être abandon aussi, est-ce que, même si tu nous as dit que t'en avais pas eu énormément, est-ce que le fait d'avoir, après ton premier abandon, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton rapport à l'abandon justement? Mon perso, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, moi, je fais quand même souvent des courses assez conservatrices en termes de gestion de course et une stratégie plutôt de revenir par l'arrière. Mais c'est pas plus l'abandon qui me fait peur, c'est plutôt le fait d'avoir manqué aussi beaucoup de départs avec des blessures, des contrariétés. Et c'est plus le fait d'avoir eu beaucoup de blessures, en fait, qui me disent, maintenant, tu es sur un départ. Et il faut que tu confirmes, faut que tu fasses une course, quitte à être un tout petit peu moins en dessous de ce que tu peux faire au maximum. Fais une course pleine et c'est plus l'envie de valider des courses pleines par rapport à toutes ces courses que j'ai manquées, plutôt que le fait de me dire, bah, t'as abandonné, c'est pas grave l'abandon, il faut que tu prennes des risques et que tu arrives à en claquer vraiment la meilleure perf possible et pas grave si t'abandonnes. Moi, je suis plutôt dans la stratégie inverse, mais c'est vrai que c'est une réflexion intéressante et un élite qui arrive à faire une ou deux très bonnes courses dans sa saison. Au début de saison, est-ce qu'il va prendre plus de risques en se disant j'ai déjà abandonné, maintenant j'ai déjà aussi réussi ma saison, est-ce que je peux aller faire des courses un petit peu plus de carton? C'est intéressant, mais en fait ça montre aussi qu'une fois que tu as déjà réussi ta saison, pourquoi pas ne pas prendre plus de risques quitte à aller chercher l'abandon, et c'est un truc qu'il faut pas forcément diaboliser, quoi. D'autres réactions là-dessus? J'avais juste une réflexion. On a parlé hier, on a fait une sortie en groupe et on l'a évoqué. C'est les formats. Moi, j'ai jamais fait. Par exemple, la course de Courchevel. Je sais pas si vous voyez où ça part sur un parcours et on peut choisir de faire la distance qu'on veut durant la course. On peut tourner, soit on fait un 11, soit on continue sur le chemin, on bifurque, on fait un 20, un 30, un 40, etc. Et on s'est posé la question de savoir aussi, est-ce que des courses comme ça, il y en a assez peu, sont pas plus propices, mais du coup pas vraiment aux abandons,
Mais si on se dit au départ, je vais partir sur le 60 km et qu'on est moins en forme, mais peut-être arrivé à la moitié, on se dit, ah bah finalement, je vais partir sur le 30 km parce qu'aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Et du coup, est-ce que c'est des courses qui... On peut pas vraiment parler d'abandon parce que les personnes vont au bout, mais d'un plus petit format, mais d'un abandon de leur objectif initial. Je sais pas si vous avez déjà fait des courses dans ce style. C'est intéressant, ça laisse une porte de sortie à la personne si elle se sent pas C'est ça. capable d'aller au bout du kilométrage qui était prévu initialement. Je trouve ça plutôt intéressant. On parlait de préservation de la santé. Là-dessus, c'est plutôt intéressant. Et sachant que, en gros, sur cette course, quand vous inscrivez, vous payez l'inscription comme si vous alliez faire 60 km. Et ensuite, en fonction de là où vous vous arrêtez, et ben en fait, a posteriori, la course vous rembourse la différence. Donc c'est assez intéressant et surprenant comme concept. Je pense pas que ça existe dans d'autres courses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ou sur Insta si vous connaissez des courses qui existent comme ça. Mais je trouve que c'est un concept qui est intéressant. Ouais. En tout cas, je pense que c'est intéressant comme course de préparation. Plus que comme course objectif. En tout cas, moi j'ai quelques athlètes qui sont allés dessus. À chaque fois, c'était une course de prépa. On se disait, bah, l'objectif c'est que tu fasses telle boucle, celle de 40 par exemple. Et du coup, en cas de fatigue, ça permet de couper et de pas faire l'erreur de trop pousser la machine. Mais je pense que c'est des très bons formats, très intéressants pour préparer des courses, que ce soit des courses de prépa, c'est vraiment pas mal. Bon, je pense qu'on a évoqué pas mal de choses. On va pouvoir clore ce débat. En tout cas, on espère que ça vous a plu, qu'on vous a apporté quelques éléments de réponse. Je pense qu'il faut retenir en tout cas, c'est que on est finalement un peu tous pareils, qu'on arrive avec chacun nos objectifs, nos envies, le sens qu'on donne à notre pratique aussi, et que parfois il y a des petits aléas qui font qu'on a tendance à vouloir abandonner, et quelles que soient les raisons, toutes les raisons sont bonnes pour ça, et pour surtout préserver sa santé si le fait d'aller plus loin peut nuire à cela. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, et puis on va pouvoir passer à nos recos de la quinzaine, et on va commencer par Mathieu. Allez, moi je fais un petit coup de cœur pour le triathlète et crossman Paul Lebotte, qui est ingénieur INSA, donc malheureusement pas de Lyon, mais c'est un bon début quand même de formation. Il a fait l'INSA CVL, et donc il court habituellement sur le circuit Grand Prix en France, donc un circuit national le plus relevé au monde, car il y a beaucoup d'étrangers qui viennent courir pour les clubs français. Et bref, ce qui m'a plu, c'est sur ce championnat de France de cross dont on vous a parlé en début d'épisode, il termine juste une place devant notre ami Sylvain Cachard, lui aussi ingénieur INSA. Et la raison pour laquelle je voulais mettre en avant ce profil de Paul, c'est que en fait, déjà, il est monstre solide, et puis surtout, il a couru avec une manchette qui représente la frise du changement climatique. Donc, vous savez, ces bandes bleues qui tendent vers le rouge et qui illustrent le réchauffement des températures moyennes sur la planète au fil du temps. Et en fait, c'est une manchette réalisée par l'association Climato-Sportif que j'avais envie de mettre en avant. Donc, ça va être ma recommandation, c'est d'aller suivre l'actu de cette association. Quand j'ai vu le nom, je me suis dit, mais c'est des sportifs climato-sceptiques ou quoi? Eh bien non, c'est tout l'inverse. Les climato-sportifs, c'est un collectif de sportives et de sportifs amateurs comme professionnels qui sont déterminés à interroger leurs pratiques sportives au regard des enjeux écologiques actuels. Ils travaillent pour sensibiliser, faire évoluer notre milieu autour de cette problématique. Donc, allez les suivre. Margot, une petite reco? Ouais, moi je voulais vous parler d'une maison d'édition et surtout d'une collection. Donc c'est la collection ALT de la maison d'édition Édition La Martinière. C'est des tout petits essais d'une trentaine de pages qu'on peut trouver en librairie pour 3,50 €. Ça se lit franchement en 40 minutes top chrono, et ils traitent de plein de sujets vraiment vraiment cool. Moi je les ai connus avec l'essai Événements sportifs, faut-il les boycotter de Franck D'Agostini, et c'est super intéressant. Ça traite de l'engagement politique à travers le sport et le rôle des athlètes, et le rôle des athlètes et des fans là-dedans, avec notamment des sujets comme est-ce que participer c'est cautionné. Il parle aussi énormément du boycott, et ça permet de comprendre tous les enjeux, et notamment ceux des athlètes de haut niveau.
Moi, ça m'a permis de débloquer pas mal de réflexions qui touchent à notre sport, notamment sur les compétitions qui s'étalent géographiquement et qui obligent les athlètes à bouger partout, tout le temps. Bref, ça, c'est un essai parmi plein d'autres qui proposent, comme la laïcité est-elle contre les religions ou a-t-on encore le droit de changer d'avis? C'est tout petit, ça rentre dans la poche, dans le sac à main, ça se lit dans le bus ou dans la file d'attente et ça fait moins mal au crâne que de scroller sur le téléphone. Super intéressant, je connaissais pas, mais dès la fin de l'épisode, je vais aller voir tout ça. Théo, une petite reco? Ouais, petite reco cinématographique pour le film Le Roman de Jim. L'acteur principal, c'est Karim Leclou et il a été récompensé par le César du meilleur acteur là il y a quelques semaines. C'est l'acteur qui joue notamment Arben dans la série Hippocrate. Que ça soit le film ou la série, c'est dispo sur Canal et c'était franchement un film émouvant. On y voit un homme prendre le rôle de père sans être le père biologique et puis d'un coup tout va être bouleversé. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler, mais franchement je vous le recommande vivement. Et puis du coup, puisque ça a été récompensé avec un César, il faut aller le voir pour s'enrichir un petit peu. Josué, est-ce que tu aurais une petite reco, un petit coup de cœur à nous partager? J'en avais pas et j'y ai pensé. Je voudrais mettre en avant le Norvégien skieur de fond, Johannes Klebe, en fait, sur les championnats du monde qui se sont déroulés la semaine dernière. Où il a gagné en fait toutes les courses, il a eu toutes les médailles d'or sur toutes les courses possibles. Et le ski de fond est moins mis en avant que le biathlon, mais il y a quand même des super athlètes qui font des perfs monstrueuses. Super. Et puis allez, pour terminer, moi j'ai un petit coup de gueule et puis une petite reco ensuite. Un petit coup de gueule sur les personnes qui perçoivent le discours ou l'engagement des autres comme le fait de faire la morale. On voit trop souvent des gens qui osent s'exprimer sur un sujet, qui se font rétorquer, qui sont moralisateurs. Pour moi, un des donneurs de leçons que celui que tu perçois comme tel. Et bizarrement, on perçoit souvent qu'une personne nous donne des leçons quand elle ne reflète pas nos opinions. Et je trouve justement très énervant les gens qui te disent être donneur de leçons quand tu t'exprimes sur un sujet. Souvent, c'est un argument utilisé juste pour décrédibiliser ta parole. Et du coup, comme on le voit dans pas mal de domaines et le sport aussi, comme le trail, ça a un effet assez contre-productif sur ceux qui aimeraient s'exprimer. Mais comme ils sont pas parfaits, comme tout le monde, malheureusement, ils n'osent pas s'exprimer de peur d'être taxés de donneurs de leçons. Et je trouve ça vraiment dommage. Et puis, pour ma petite reco, quand même, on va terminer sur une note positive. Je vais faire ressortir mon passif de footeux et j'invite tous les amoureux d'ambiance de stade et de football d'aller découvrir la chaîne YouTube Samos TV, où l'on suit les aventures de Samy qui part à la quête des meilleures ambiances de stade à travers le monde. Et comme il le dit dans la description de sa chaîne, il voulait changer la manière de faire du journalisme. Et je peux vous dire que c'est très réussi avec ses reportages très immersifs. On en apprend énormément sur la culture foot de chaque pays. On se rend aussi compte à quel point ce sport est complètement irrationnel quand il s'agit de supporter une équipe. Mais je vous invite à aller découvrir sa chaîne YouTube. Voilà, on en a terminé pour cet épisode. Je crois qu'on est tout bon, les amis. On est tout bon. On est tout bon. Je voulais juste évidemment rappeler aux auditeurs, s'ils sont encore là, c'est sûrement que l'épisode leur a plu. N'hésitez pas à aller suivre l'actu du podcast sur Instagram et de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça nous régale. Merci tout le monde. Merci Josué d'avoir été présent avec nous. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, les amis. À très bientôt. Allez, ciao, ciao. Merci à vous. Ciao.